pis leur petit sac à dos, pis leur petite boîte à lunch. J'aime pas ça, la rentrée scolaire! JP! Y a-tu monde qui nous regarde dans TV? Ben oui, c'est mes étudiants de philo 2! Laisse-les tranquilles! Oh, excusez. Non, chers amis, n'ajustez pas votre appareil, vous n'êtes pas dans une capsule poche d'un vlogueur obscur, vous êtes bel et bien dans votre cours de philo 2. Si penser et réfléchir auparavant, ça vous semblait aussi agréable que de recevoir un grand coup de pelle en plein visage, ou que l'idée d'avoir encore un autre cours de philosophie, ça vous semblait aussi agréable que d'écouter un album complet de Marie-Mé, eh bien, rassurez-vous, chers amis, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. À toutes et à tous, soyez donc les bienvenus dans ce cours de philo 2 à distance, version Trash ta philo. Bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième cours de philosophie, l'être humain, version à distance. Rassurez-vous, le cégep de Lévis n'a pas embauché un ex-détenu ou un dealer de drogue pour vous donner votre cours de philosophie. Je suis bel et bien votre professeur pour le reste de la session. Je m'appelle Jean-Philippe Lagacé, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne au collège et c'est la deuxième fois que je vais donner le cours de philo 2 à distance. Et j'ose espérer que cette version-là, malgré les conditions apocalyptiques actuelles, va vous plaire et que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec moi. Vous l'aurez déjà remarqué, les amis, je ne suis pas un professeur typique ou ordinaire dans la mesure où j'aime que mes cours de philo brassent, qu'il y ait du feu, qu'on ait envie de revirer les bureaux à l'envers et de tout balancer par la fenêtre. Pourquoi? Parce que la philosophie, ça se doit d'être vivant. Donc, si vous vous attendiez à avoir un cours de philo fucking plate, un peu ennuyeux, avec une vieille momie en avant de vous autres qui est en train de s'effriter pendant qu'il vous parle, ben, c'est pas ça que vous allez avoir, vous allez être déçus. Mais si vous souhaitiez avoir un cours de philo dynamique, le fun, branché, puis qui brasse un peu, eh bien, les amis, vous allez être servis. En effet, j'ai la conviction profonde que dans la vie, c'est tout à fait possible d'apprendre, de piquer sa curiosité intellectuelle tout en ayant aussi beaucoup de fun. Puis malheureusement, je suis pas mal certain que vous avez entendu toutes sortes de choses un peu bizarres sur les professeurs de philosophie ou sur la philosophie en général. Je suis pas mal certain qu'il y a ben du monde qui vous ont dit des choses pas mal bizarres à propos des cours de philosophie au cégep. Je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont dit des affaires du genre « C'est plate! Ouais. C'est tough! Mm-hmm. Ça sert à rien! Le prof pue! Ouais. Le prof il est laid! Mm-hmm. Le prof c'est un dopé! » Probablement. Les professeurs de philosophie sont l'incarnation même de l'infinie beauté. Ils brillent de par leur coup de bassin de feu sur la piste de danse. Non, ça, y a jamais personne qui a dit ça. Chose certaine, il y a beaucoup de choses négatives qui se disent à propos de la philosophie au collège. Mais moi, mon objectif cette session-ci, c'est de littéralement déboulonner tous ces préjugés-là. Parce que vous allez voir que la philo, c'est apprendre à bien vivre. Et c'est donc apprendre à bien mener sa vie. Ça veut donc dire que dès lors que vous vivez, vous faites de la philosophie. Et vivre, c'est pas obligé d'être plat. Bien au contraire, ça peut être hyper dynamique puis hyper divertissant aussi. Vous pouvez donc être certain qu'avec moi, oui, on va travailler fort, oui, il va y avoir des affaires plus difficiles, mais on va toujours le faire dans le plaisir puis dans le gros fun. Si vous êtes ici avec moi, c'est que vous avez d'ores et déjà réussi votre cours de philo 1. À ça, je vous dis thumbs up, motherfuckers, parce que le pire est maintenant derrière vous.
Souvent, le cours de philo 1, c'est le plus difficile de tous. Une fois qu'on est sur notre lancée, ça se passe extrêmement bien. Si vous êtes en train de m'écouter actuellement, c'est que vous avez réussi à accéder à Omnivox, Léa et à vos Mio. Et donc, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, il y a 3 choses que je veux faire avec vous. Premièrement, je vais commencer par me présenter, histoire que vous ayez une meilleure idée du personnage qui va se présenter à toutes les semaines de la session dans vos écrans pour vous enseigner de la philosophie. À défaut de pouvoir se voir en personne, eh bien, vous allez au moins être capable de percer un petit peu le mystère de cet étrange professeur qui se retrouvera devant vos écrans tout au long de la session. Deuxièmement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va évidemment examiner le plan de cours. Ce que je veux faire avec vous autres essentiellement, c'est de vous expliquer comme il faut la procédure du cours à distance, ensuite vous expliquer les modes d'évaluation, puis finalement aussi le matériel que vous allez devoir vous procurer pour faire ce cours à distance. Troisièmement, je veux vous proposer une petite introduction sur ce dont il va être question dans ce fameux cours de Philo 2-là. Vous allez voir, 3 problématiques bien particulières vont nous intéresser dans ce cours-ci et je vais vous les présenter un peu plus tard. D'abord, je tiens à me présenter en bonne et due forme auprès de vous, histoire que vous connaissiez davantage le drôle de spécimen que vous allez avoir dans vos écrans pour les 3 prochaines semaines. Vous me connaissez, je m'appelle Jean-Philippe, je suis professeur au département de philosophie depuis les 10 dernières années et c'est véritablement une passion pour moi. J'adore la philosophie et j'adore aussi surtout l'enseignement. Vous l'avez probablement déjà remarqué, je n'ai pas les allures typiques d'un professeur de collège. Il va de soi que vous avez la chance cette session-ci d'avoir littéralement un vieux punk, un vieil amateur de métal comme professeur de philosophie. Et évidemment, ça aura un impact manifeste sur ma pédagogie. Vous allez le voir très rapidement. Je n'ai pas les allures de professeur typique et pour moi, la philosophie, l'enseignement et le collège, c'est pas obligé d'être quelque chose d'ennuyeux puis de long. Au contraire, ça peut être ludique puis hyper enrichissant à la fois. Puis c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup d'exemples tirés de la culture populaire, de choses que l'on connaît déjà, et tout ça agrémenté d'un soupçon de grosses jokes sales. Évidemment, quand moi, comme professeur, il faut être capable de me prendre aussi des fois au second degré. C'est-à-dire qu'évidemment que moi, j'ai un gros défaut. C'est-à-dire que je dis absolument tout ce qui me passe par la tête. Résultat, il faut évidemment me prendre parfois au second degré et surtout avec un brin d'humour. Parce que même si on va se poser des questions existentielles, importantes, fondamentales et qui ont un impact majeur dans nos vies, faut quand même pas trop se prendre au sérieux tout le temps. Mais si vous voulez me connaître et me cerner comme il se doit, vous devez savoir que la philosophie n'est pas ma seule passion. J'ai une autre très grande passion qui est la musique. J'ai littéralement grandi dans la musique et je joue de la musique depuis que je suis tout petit. Résultat, aujourd'hui, je n'ai pas que la philosophie comme carrière, je suis aussi musicien de carrière. Je joue dans un groupe de hardcore qui s'appelle Get the Shot et j'ai la chance de tourner un petit peu partout dans le monde, à peu près 6 mois par année. Évidemment, présentement, c'est l'apocalypse, donc disons que c'est plutôt relax côté tournée. Mais l'avantage, c'est que ça me permet d'être avec vous cet automne pour vous donner ce fameux cours de philosophie-là. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez de la musique du démon jaillir tout droit des capsules vidéo de votre cours de philosophie, c'est tout à fait normal. Quoi de mieux qu'un peu de métal pour parler de philosophie à l'ère de l'apocalypse? Bon, jusqu'ici, vous savez que j'adore la philosophie, je suis un passionné de musique, peu importe le style musical, mais aussi il faut comprendre une autre chose à mon propos. Qui que l'on soit, on a tous besoin de quelque chose de chaleureux dans une vie. Quelque chose de moelleux, quelque chose de voluptueux, quelque chose qui nous donne envie de se réveiller à tous les matins. Quelque chose qui incarne l'infinie beauté et l'infinie douceur en un seul être. Mais qu'est-ce à dire? La réponse est très simple. René Poulet! René Lévrier! Ce petit lévrier italien qui accompagne mes jours depuis maintenant les 3 dernières années. Mais ne vous fiez pas à son regard angélique. René est le démon!
Et vous aurez évidemment la chance de voir apparaître René très souvent dans les prochaines capsules. N'est-ce pas, René? Donc, René et moi, nous vous convions à une session de philosophie haute en couleur, je vous le garantis. Deuxièmement, il est temps de vous parler du déroulement du cours pour la session. Pour obtenir le plan de cours, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller sur Léa dans la section Documents. Dans cette section Documents-là, vous allez trouver tous les documents nécessaires pour travailler tout au long de la session. Vous y trouverez donc à la fois les liens vidéo pour les capsules du cours, les diapositives du cours, le plan de cours et aussi les exercices pratiques que je vais vous proposer tout au long de la session. Donc, je vous invite maintenant à prendre le plan de cours et on va regarder quelques sections ensemble, puisque tout ce que je dis est indiqué dans ce plan de cours-là. Je passe pour l'instant tout ce qui est objectif du cours et notes préliminaires dans le plan de cours. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est d'abord la section méthodologie et activité. Donc, la section méthodologie et activité vous précise exactement le déroulement du cours tout au long de la session. Le cours est divisé en 10 séances théoriques et 5 ateliers de rédaction ou d'ateliers pratiques. Pour les cours théoriques, vous allez avoir besoin de 3 choses. D'abord, vous allez avoir besoin évidemment du cours en format vidéo tel que vous le visionnez actuellement. Pour accéder à ces cours vidéo-là, c'est extrêmement simple. Vous allez simplement sur Léa, vous allez dans la section Documents et vidéos et vous allez voir que les liens web vers les vidéos des cours seront toujours indiqués dans les documents. Vous n'avez donc qu'à copier l'URL du vidéo dans votre barre de recherche de votre navigateur et vous pourrez accéder aux cours en format vidéo. Tous les vidéos des cours sont téléchargés via YouTube, mais vous devez impérativement passer par la page de Léa pour accéder à l'URL de ces vidéos-là parce qu'ils sont en catégorie non répertoriée. Et comme les vidéos sont téléchargées sur YouTube, je vais aussi vous demander, si vous n'en avez pas déjà un, de vous faire un compte YouTube. Si vous n'avez pas de compte YouTube, c'est très simple. Vous allez sur la page de YouTube et vous allez simplement cliquer dans l'onglet en haut à droite « Créer un nouveau compte ». Pour créer ce compte-là, vous avez simplement à indiquer votre adresse courriel. Vous pouvez utiliser celle que le Cégep vous a donnée ou votre adresse personnelle et aussi de trouver un mot de passe pour votre compte. Pas besoin de compléter puis d'ajouter des informations personnelles. Tout ce qui est important, c'est que vous ayez un compte YouTube et surtout que le nom d'utilisateur de votre compte, c'est votre nom complet, nom et prénom. Pourquoi? Pour que je puisse vous identifier plus facilement lorsque va venir le temps d'écrire des commentaires. Ce qui est intéressant, c'est que les cours vont être en ligne, accessibles sur vidéo à tout moment. Donc, même si vous arrivez à la dernière journée avant l'évaluation finale et vous ne vous souvenez plus de ce que j'ai dit durant le cours 3, bien, vous allez toujours pouvoir aller revisionner le vidéo autant de fois que vous voulez. Fait que ça, c'est quand même le fun. Deuxième chose extrêmement importante à avoir en main lorsque vous allez suivre les cours, c'est les fameuses diapositives PowerPoint qui se retrouvent elles aussi dans la section Documents sur Léa. Les diapositives PowerPoint, c'est littéralement le guide que j'utilise lorsque je fais mes vidéos sur YouTube. Ce qui veut dire que les vidéos de cours disponibles sur YouTube suivent littéralement diapositive par diapositive les documents PowerPoint auxquels vous avez accès directement via Léa. Dans les diapositives PowerPoint pour chacun des cours, vous allez remarquer que j'indique essentiellement les concepts importants dont je parle dans la vidéo. Ce qui veut donc dire que je ne mets pas nécessairement des définitions de concepts. C'est donc important d'écouter la vidéo en même temps que vous avez vos diapositives PowerPoint à côté de vous. Donc, vos diapositives vous permettent de suivre le cours vidéo et donc de prendre des notes beaucoup plus facilement. Par exemple, si je vous parle de la liberté chez Descartes, fort possible que le concept de liberté va apparaître dans votre diapositive PowerPoint, mais il n'y aura pas de définition. C'est pour ça qu'il faut écouter le vidéo du cours dans lequel je vais vous donner la définition du concept. En bref, c'est hyper important d'avoir les diapositives PowerPoint à côté de soi pendant qu'on écoute les capsules vidéo du cours. Notez que les vidéos du cours et les diapositives de ces cours respectifs-là vont être mises en ligne à chaque jour selon l'échéancier et le calendrier qui est prévu au plan de cours que je suis en train de vous présenter. Et troisièmement,
Dernier élément très important pour bien suivre l'ensemble des cours, en plus des cours vidéo et des diapositives PowerPoint, vous allez aussi avoir des textes obligatoires à lire pour chacun des cours théoriques. Ces textes obligatoires-là, ce sont soit des résumés ou ce sont des compléments à ce que l'on a dit durant le cours. Pour les textes obligatoires, c'est assez simple. Tous les textes obligatoires se retrouvent eux aussi dans la section Documents dans Léa directement. Donc, comme les diapositives PowerPoint et comme les cours en vidéo, vous allez retrouver le jour même le texte obligatoire qui accompagne chacun des cours vidéo que vous allez avoir. Et finalement, très important, notez aussi que je serai extrêmement disponible pour répondre à toutes vos questions ou vos interrogations sur la matière ou sur le déroulement du cours. Pour communiquer avec moi, ce sera relativement simple. Je serai disponible sur la plateforme Zoom si vous voulez me consulter à distance. Et si vous avez vraiment des problèmes majeurs et que vous préférez me rencontrer en personne, eh bien, ce sera tout à fait possible de le faire aussi. Il s'agira de se fixer un rendez-vous à l'avance. Pour prendre rendez-vous avec moi, si vous avez besoin d'aide de quelque manière que ce soit, vous devez m'envoyer un MIO 24 heures à l'avance, donc avant le rendez-vous, afin de nous permettre de convenir d'un moment et d'une heure pour se rencontrer. Je vous demande donc dans votre message de me préciser la journée et l'heure à laquelle vous souhaitez que l'on se rencontre. À cet effet, je vous ai d'ailleurs envoyé mon horaire avec mes heures de disponibilité tout au long de la semaine. Il vous s'agit donc simplement de déterminer laquelle de ces périodes-là vous convient davantage. Si vous êtes dans une situation exceptionnelle et que mes heures de disponibilité ne vous conviennent pas, simplement me le mentionner et on va essayer de trouver un compromis et de trouver une autre période pour se rencontrer. Puis si vous voulez juste venir pour chiller, dire allô, Netflix and chill, ou dire JP, ton cours était vraiment intéressant aujourd'hui, ou bien JP, ton cours était vraiment de la merde, ben gênez-vous pas, on est là pour discuter. Puis surtout, ce cours-là, ça va être le fun si vous et moi, on y met du nôtre. Donc tout ça, ça va être une question de collaboration, les amis. On en arrive maintenant au bout un petit peu plus plate du plan de cours, c'est-à-dire les évaluations. Oh non, pas les évaluations! Pour les évaluations, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il va y avoir essentiellement 4 évaluations. Il va d'abord y avoir 2 examens théoriques de 20% chacun. Pour ces examens théoriques-là, ce sera relativement simple. Ça va être des examens maison. Vous allez avoir une série de questions. Je vais vous demander de répondre à la question en un certain nombre de mots. Ce sera évidemment des questions à développement moyen ou long, dépendamment de la question. Et vous allez devoir simplement me remettre votre document à une date déterminée qui est spécifiée dans le plan de cours. Pour ces examens-là, il n'y aura aucune surprise. Tout ce dont il va être question, c'est ce qu'on a vu pendant les cours. Donc, le meilleur moyen d'étudier, c'est évidemment de revoir ces diapositives, peut-être de réécouter ces cours, mais dans tous les cas, de toute manière, vous avez accès à toutes vos notes et tout votre contenu de cours pour faire ces examens-là. Ça devrait donc assez bien aller. Ensuite, il va aussi y avoir une dissertation préparatoire. Comme le dit son nom, c'est une dissertation qui sert à se préparer à l'évaluation finale. Et cette évaluation-là va valoir pour 20% de la session. Pour ce qui est des détails sur comment on fait une dissertation en philo 2, bien vous allez voir beaucoup plus de détails parce que je vais faire littéralement un cours sur comment on écrit une dissertation pour le cours de philo 2. En philo 1, ceux qui l'ont fait au Cégep Lévis-Lauzon, vous êtes déjà un peu familier avec la dissertation. En philo 2, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une thèse, un argument, une objection et une réfutation, mais on va ajouter quelque chose aussi. On va appliquer les auteurs qu'on a vus durant la session à une question philosophique. Bref, vous allez d'abord faire une dissertation pour vous préparer à la dissertation finale et comme ça va vous permettre justement de réajuster le tir s'il y a lieu. Encore une fois, comme les examens théoriques, ça se fera à la maison, on est à distance et c'est l'apocalypse, donc on n'a pas le choix! Et finalement, à la fin de la session, il y aura la dissertation finale qui, elle, va compter pour 30% de la session. Donc, pour cette dissertation finale-là, ce sera à peu de choses près la même chose que vous allez déjà avoir fait durant la dissertation préparatoire. C'est juste que dans ce cas-là, on aura une évaluation qui va valoir plutôt
30% et qui va couvrir un peu l'ensemble de la matière de la session. Mais vous allez déjà être habitué de faire des dissertations en philo 2 parce qu'on va déjà l'avoir pratiqué avant. Donc, pas de crainte de ce point de vue-là. Et encore une fois, c'est l'apocalypse, donc cette évaluation-là se fera donc à la maison et vous allez m'envoyer la copie de votre dissertation finale le jour de la remise. Pour la dissertation finale, je dois vous spécifier que dans le cours de philo 2, il s'agit d'une dissertation d'au moins 800 mots et c'est une dissertation comparative. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas juste émettre une thèse, une objection puis une réfutation, on va aussi appliquer des auteurs à une question philosophique et on va aussi comparer ces auteurs-là entre eux. Je ne vous donne pas plus de détails sur la dissertation. De toute façon, on va avoir un cours dédié entièrement à ce sujet-là. Finalement, je dois aussi vous spécifier que la réussite de cette évaluation finale-là, donc de cette dissertation-là, elle est obligatoire pour passer le cours. Ce qui veut donc dire que pour réussir le cours de philo 2, vous devez à la fois réussir l'évaluation finale et passer aussi au cumulatif du cours. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison pour que ça aille mal si vous suivez bien les cours. Vous êtes dans le confort de votre foyer, le confort de vos pantoufles et vous avez accès à toutes vos notes. So nothing bad will happen. Donc vous avez probablement remarqué qu'avec vos 2 examens théoriques à 20% et la dissertation préparatoire à 20%, on est à 60% et donc ensuite avec la dissertation finale de 30%, on tombe à 90% et reste donc un 10% de points à aller chercher. Où est-ce qu'on va aller chercher ces points-là exactement? Ben, ça va être dans les commentaires YouTube. Je vais effectivement vous demander de formuler 3 commentaires critiques sous les vidéos de votre choix que vous allez pouvoir visionner tout au long de la session. Ce commentaire critique-là peut prendre plusieurs formes. Ça peut tout d'abord être une question qu'on adresse à l'auteur. Par exemple, si l'auteur avait omis d'adresser un problème qui nous semble important, bien, on peut le mentionner dans notre commentaire. On peut faire aussi une critique de la philosophie de l'auteur. On peut essayer de démontrer les forces et les faiblesses de sa philosophie. Ou aussi, on peut tout simplement prendre position soi-même par rapport à la position du philosophe en montrant pourquoi, selon nous, l'auteur a tort ou il a raison. Donc, ces commentaires YouTube-là peuvent vraiment prendre la forme que vous voulez. Ce qui est important, c'est de faire un commentaire d'un minimum de 50 mots. Et encore une fois, vous devez au minimum faire 3 commentaires. Donc, selon le cours de votre choix, vous allez simplement cliquer dans la section « Commentaires » sur YouTube et vous inscrivez votre commentaire sur la vidéo de votre choix. Donc, c'est des points qui sont assez faciles à aller chercher, puisque si vous faites vos 3 commentaires d'environ une 50aine de mots, ce qui est quand même relativement court, ben ça vous donne automatiquement 10%. C'est quand même chill! Pour connaître les dates exactes de remise de chacun des travaux qui vous sont exigés tout au long de la session, je vous renvoie à la section échéancier et contenu de cours dans le plan de cours. Dans cette section-là, vous allez avoir un calendrier qui vous est proposé à titre indicatif sur ce que vous devez faire à chaque jour pendant la session. Et dans ce calendrier-là, il y a aussi les dates de remise pour chacune des évaluations qui vont vous être demandées. Mais ne vous en faites pas, je vais quand même vous envoyer des rappels par millions lorsque va venir le temps de remettre certaines évaluations. Pour toute autre question sur le déroulement du cours, je vous renvoie au plan de cours, tout y est extrêmement et très clairement indiqué. Pour toute autre question d'ordre technologique, je vous rappelle aussi que le Cégep vous offre un service d'aide technologique. Donc, si votre portable bug, que tout explose ou vous entendez les voix de gens qui sont morts, bien, contactez le service d'aide technologique du Cégep. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, soit par Mio ou sinon venir me voir directement sur Zoom du lundi au vendredi de 6h30 jusqu'à 9h30. Ça va vraiment me faire plaisir de vous aider. Comme le bout de plat de la présentation du plan de cours est fini, on peut enfin avoir du fun! Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger les diapositives PowerPoint du cours qui s'intitule « Présentation générale du cours ». Ça va vous aider à suivre beaucoup plus facilement ce qui suit. Pour vous donner une vision générale de ce dont il va être question dans le cours de Philo 2, un cours qui s'intitule quand même « L'être humain », j'ai pas le choix de vous embarquer dans ma DeLorean volante avec un convecteur temporel, puis vous ramener back 150 000 ans avant notre ère. Attention, attachez votre tuque avec de la broche, ça va donner un grand coup. Je n'ai effectivement pas le choix de vous ramener à la préhistoire pour comprendre ce que l'on va faire dans le cadre de ce cours-ci, parce que c'est le commencement de tout et c'est ce qui va expliquer pourquoi
on va commencer à philosopher sur les êtres humains. Pourquoi je vous ramène 150 000 ans en arrière? Parce que c'est là qu'est apparue notre espèce, les Homo sapiens. Effectivement, les Homo sapiens apparaissent 150 000 ans avant notre ère en Afrique orientale. Mais il y a quelque chose d'un peu particulier. Les Homo sapiens apparaissent 150 000 ans avant notre ère, mais pourtant, il faut attendre 80 000 ans plus tard, donc 70 000 ans avant notre ère, pour voir les Homo sapiens conquérir l'ensemble de la planète et des autres territoires. Pourquoi il faut attendre 80 000 ans avant que notre espèce réussisse à s'étendre sur la planète? C'est un peu weird, mais il semble que c'est un peu long. 80 000 ans, c'est effectivement fucking long. Pas mal plus qu'un confinement de 2 mois à cause de la COVID-19. Mais pourquoi faut attendre 80 000 ans avant de voir l'Homo sapiens devenir l'espèce dominante sur notre planète? On a souvent l'impression que l'être humain est devenu ce qu'il est à cause finalement d'une progression linéaire dans l'histoire. Comme si l'Homo sapiens était dans le fond l'espèce de singe la plus évoluée parce qu'elle est arrivée en dernier. Mais cette idée-là est complètement fausse. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, il faut comprendre que l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce d'être humain qui existait à cette époque-là. L'Homo sapiens côtoyait aussi les autres espèces de singes qui l'ont précédé, c'est-à-dire l'Homo erectus, puis surtout l'homme de Néandertal. Donc 150 000 ans avant notre ère, l'Homo sapiens n'est pas seul. Il doit côtoyer l'homme de Néandertal, qui est un singe pas mal plus fort puis pas mal plus costaud que l'Homo sapiens. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer le fait que pendant 80 000 ans, l'homme de Néandertal va donner une sacrée volée à l'Homo sapiens qui va être incapable de s'étendre puis de conquérir d'autres territoires. Mais lorsqu'on en arrive à 70 000 ans avant notre ère, qu'est-ce qui se passe? L'Homo sapiens réussit à donner toute une rince aux hommes de Néandertal. Et il commence tranquillement à s'implanter en territoire européen et au Moyen-Orient. Mais encore une fois, la question c'est pourquoi ça a pris tant de temps, motherfuckers? La réponse est assez simple. C'est à cause de la révolution cognitive. Qu'est-ce que c'est ça? En effet, ce que les anthropologues nous montrent, c'est que les Homo sapiens auraient subi une multitude de mutations génétiques qui auraient permis la multiplication de connexions neuronales dans le cerveau de l'Homo sapiens. Résultat, l'Homo sapiens se retrouve avec un cerveau beaucoup plus performant et est capable d'effectuer des tâches beaucoup plus complexes. Ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues ne peuvent pas expliquer pourquoi les Homo sapiens ont subi de telles mutations génétiques. Or, ça laisse le mystère tout entier. Mais de toute façon, c'est pas tant le pourquoi des mutations génétiques ou de la révolution cognitive qui est important, mais ce sont ses conséquences. Et ces conséquences-là sont majeures. La conséquence la plus formidable de cette révolution cognitive, de ces Homo sapiens qui sont devenus de plus en plus brillants, c'est la possibilité qu'ils ont eu à développer, produire, créer un nouveau langage. Ouais, là, vous allez me dire, ouais, mais JP, le langage, c'est pas propre aux Homo sapiens, c'est pas propre aux humains. Il y a toutes sortes d'espèces animales qui communiquent entre elles. Vous avez d'ailleurs raison. Les dauphins, les abeilles, puis toutes les autres espèces animales ont un langage qui leur est propre. Même René a un langage qui lui est propre. Bon, ça fait pas mal wouf wouf tout le temps, mais cependant, c'est une manière de communiquer qui lui est bien spécifique. Mais notre langage a toutefois quelque chose de bien particulier. Dans notre langage, on peut utiliser un nombre limité de signes et de sons pour créer une infinité de phrases et de sens. Par exemple, un singe vert dans la forêt tropicale peut très bien communiquer avec ses comparses qu'il y a un lion et donc qu'il faut s'enfuir. Cependant, l'être humain peut non seulement dire « Attention, il y a un lion », il faut s'enfuir, mais il peut aussi dire « J'ai vu le lion provenir de tel ou tel endroit. Ce serait possible de l'éviter la prochaine fois en faisant telle ou telle chose. » Donc, le langage humain permet de transmettre des informations beaucoup plus complexes. Mais plus important encore, pourquoi notre langage est-il à ce point distinct des autres langages que l'on va retrouver chez les autres espèces animales? Eh bien, notre langage permet aussi de parler de choses qui n'existent pas. What the
fuck? Effectivement, notre langage nous permet de parler de choses qui n'existent pas. C'est-à-dire de choses qui n'existent pas, que l'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, sentir, expérimenter, qui ne se retrouvent pas dans le monde. Autrement dit, notre langage nous permet de créer des fictions. Par exemple, il n'y a que chez les humains en tant que tels que l'on peut parler de Dieu, de mythes, de légendes, donc de choses qui n'existent pas, mais qui ont quand même une incidence toute particulière sur la manière dont on va organiser notre vivre ensemble. Par exemple, si vous allez voir un singe, puis vous lui dites « Donne-moi ta banane, sinon Dieu va te sacrer une volée », bien évidemment que le singe, il s'en fout pas mal, parce que de toute façon, il n'est pas capable de parler ni de raisonner sur des fictions, sur des choses abstraites qui n'existent pas dans le monde. Ça n'aura donc aucune incidence, puis vous ne l'aurez jamais, la banane. Cependant, si vous allez voir votre ami à la cafétéria puis vous lui dites « Tu serais pas mal mieux de partager ta banane, parce que Dieu a dit que la générosité, c'était une vertu et qu'il fallait la cultiver. » Il y a peut-être des chances que si votre ami est effectivement croyant, il vous donne une partie de sa banane. Bref, il y a juste les êtres humains qui sont capables de parler de choses qui n'existent pas. Ce qui est quand même assez flyé quand on y réfléchit. Mais là, quand je vous parle de choses qui n'existent pas, je vous parle de Dieu, je vous parle de mythes, je vous parle de légendes, de personnages surnaturels. Mais il faut comprendre que ces fictions-là ont un rôle majeur dans notre vie et qu'actuellement, même en 2020, la plupart des choses qui nous régissent, qui organisent notre manière de nous comporter dans le monde, ce sont des fictions. Par exemple, je suis persuadé que tout le monde connaît Google. Mais c'est quoi Google? Ben là, vous allez me dire, c'est assez simple, Google, c'est juste une grande entreprise, une grande multinationale de services technologiques. Ça va de soi. Mais cependant, si on regarde exactement ce qu'est Google, si vous enlevez toutes les usines, si vous enlevez tous les bureaux, si vous enlevez tous les travailleurs qui travaillent dans l'industrie Google, est-ce que Google cesse d'exister pour autant? Ben la réponse, c'est non. Google existe pareil, même s'il n'y a rien dans le monde qui prouve qu'elle est là. Tabarnak! Oui, effectivement, Google continue d'exister pareil. C'est ce qu'on appelle une société à responsabilité limitée. Mais une société à responsabilité limitée, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui existe dans le monde, c'est une création de notre imagination. C'est une création humaine, c'est une fiction. Et il n'y a que notre langage qui permette de créer de telles fictions. Donc, toutes les entreprises, toutes les valeurs, tous les régimes politiques que vous pouvez imaginer, ce ne sont rien d'autre que des fictions. Ils n'existent pas dans le monde en tant que tel, ils n'existent qu'en tant que les êtres humains sont capables de les imaginer, de les réfléchir et de les penser. C'est donc une pure construction humaine. Fait que dans le fond, il n'y a pas grand-chose autour de nous, sauf de la fiction, puis sauf des constructions humaines. C'est pas mal tout ça qui finissent par nous déterminer, justement. Bon, ok, là on sait, JP, que les fictions sont partout, que tout est une construction humaine, blablabla, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi c'est si extraordinaire en tant que tel? Eh bien, la capacité qu'a notre langage à créer des fictions, c'est important. Pourquoi? Parce que ce sera le principal moyen par lequel les êtres humains vont être capables de se rassembler et de coopérer en grands groupes. En effet, ce que les études anthropologiques montrent, c'est que généralement, des groupes de singes peuvent s'organiser en groupe maximal de 50 individus. Au-delà de ça, c'est le chaos. On n'est pas capable de maintenir l'ordre social. Pourtant, nous, les êtres humains, les Homo sapiens, on est capable de vivre en très grands groupes. La preuve, c'est que vous pouvez habiter une ville avec plusieurs millions d'habitants. Vous ne connaissez pas tous les habitants de cette ville-là, mais pourtant, vous êtes capable de vivre en paix et dans l'ordre avec eux. Donc, comment expliquer exactement que les Homo sapiens sont capables de s'organiser en grands groupes alors que les autres espèces de singes ne sont pas capables de le faire au-delà de 50 individus? Bien, la réponse est simple. L'Homo sapiens, en créant des fictions, est capable de s'assurer de l'adhésion de plus grand nombre de personnes au sein même de ce groupe-là. En effet, la fiction permet aux gens de se rassembler
autour de croyances communes et donc de coopérer les uns avec les autres beaucoup plus facilement. On n'est pas obligé de connaître tous les individus dans notre groupe pour coopérer avec eux. La preuve, je suis en train de vous enseigner présentement et je ne vous connais absolument pas. Je coopère avec vous, mais pourquoi on fait ça ensemble? Parce qu'on croit tous les deux que l'éducation, c'est important. On considère qu'avoir un bon emploi dans la vie, c'est important. Puis parce qu'on considère aussi que s'enrichir intellectuellement, ça peut être une bonne chose. Un autre très bon exemple qui nous montre que la fiction, c'est fondamental pour assurer la coopération entre des individus, c'est les soins de santé. Surtout dans le contexte actuel. Si vous pensez, par exemple, que vous avez des symptômes de COVID, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'aller passer un test de dépistage et là, vous allez devoir faire face à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les gens qui vont vous administrer ces soins de santé-là, vous ne les connaissez probablement pas personnellement. Néanmoins, vous leur faites confiance et vous coopérez avec eux, sans même les connaître. Pourquoi on fait ça? Probablement parce que tout comme eux, vous croyez d'abord que la dignité humaine, c'est important, que la santé, c'est une valeur fondamentale, que tous et toutes en société ont le droit à la vie et ont le droit au bonheur. Donc, le fait que vous partagiez ces croyances-là, ces valeurs-là en commun, qui sont en fait des fictions, ça fait en sorte que vous pouvez coopérer ensemble malgré le fait que vous ne vous connaissez absolument pas. Donc, toutes les sociétés humaines sont fondées sur la fiction et c'est ce qui explique qu'on a pu s'organiser en 6 grands groupes. Il n'y a pas de société humaine, il n'y a pas de vie en société sans la fiction qui est créée grâce à notre langage. Ce qui m'amène donc à faire un bond gigantesque dans l'histoire. Je vous ramène maintenant au 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est l'avènement, l'apparition de la philosophie. En philosophie 1, vous avez parlé essentiellement de la philosophie telle qu'elle était pratiquée par les Grecs. Or, les Grecs avaient une vision du monde toute particulière qui était fondée par une croyance en certaines fictions, certains mythes, certaines légendes, certaines valeurs, certaines visions du monde. On se souvient que pour les Grecs, dans la vision du monde des Grecs, le monde constitue ce qu'on appellera une cosmologie unifiée et harmonieuse, c'est-à-dire un tout équilibré, un tout qui posséderait finalement un certain équilibre où chaque élément qui existe dans ce monde-là aurait sa raison d'être. Cette vision cosmologique du monde-là unifie l'ensemble de la vie des Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ et c'est ce qui va aussi conditionner la manière dont ils vont donner un sens à leur existence. Selon la vision du monde des Grecs durant l'Antiquité, le sens de la vie, c'est assez simple. Il suffit de trouver sa place dans cet ordre harmonieux qu'est l'univers. Et donc, les philosophes durant l'Antiquité, vont s'affairer à réfléchir sur les modalités de ce monde-là et surtout comment trouver la place qui nous est due dans ce fameux univers unifié-là. Donc, pour les Grecs à l'époque, il faut comprendre que qu'est-ce que moi je veux pour être heureux, c'est pas tant important. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour trouver votre place dans le monde. Donc, la question du moi, de la subjectivité, est vraiment pas présente pour les Grecs. La question, c'est de savoir comment trouver ma place dans le monde. Donc, pour les Grecs, nous ne sommes rien d'autre qu'un rouage, qu'un mécanisme dans le cosmos harmonieux. Et le but de la vie, c'est simple, c'est uniquement de trouver notre place dans ce cosmos harmonieux-là. Donc, pour un Grec, c'est pas important de savoir qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je suis. Ce qui est important, c'est de trouver sa place dans la mécanique du monde. Cependant, à partir du 4e siècle après Jésus-Christ, il va se passer quelque chose d'effroyable. En effet, à partir du 4e siècle, l'empereur Constantin sera le premier chef politique à se convertir officiellement au christianisme et à faire du christianisme une religion d'État. Le résultat de tout ça, le panthéon des dieux grecs tel qu'on le connaissait justement au 5e siècle avant Jésus-Christ, finit par disparaître complètement. Et d'ailleurs, au 6e siècle, l'empereur Justinien va donner le coup de grâce à la philosophie. Il va interdire toutes
les écoles philosophiques restantes. Donc les écoles néoplatoniciennes, stoïciennes vont disparaître littéralement de la carte. La philosophie est morte. Effectivement, la philosophie meurt au 6e siècle après Jésus-Christ et qui en sortira gagnant? Le christianisme qui deviendra le discours dominant en société. C'est donc à ce moment que va s'amorcer le Moyen Âge. Donc, durant le Moyen Âge, c'est assez simple, c'est le gros party sale pour le christianisme. Comme le christianisme est donc devenu le discours dominant, il va falloir faire quelque chose avec ces fameux écrits philosophiques dont on dispose quand même encore. Donc, qu'est-ce que le christianisme va faire exactement? Ben, on va un peu soumettre la philosophie antique au dogme chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que la rationalité, qui était autrefois finalement la méthode de prédilection de la philosophie, donc on se souvient, la philosophie dans l'Antiquité, c'est un discours rationnel, critique, sur des questions humaines fondamentales, ben, cette fameuse rationalité-là au Moyen Âge va être mise au service du christianisme. Donc, la philosophie va devenir ce qu'on appelle la scolastique. Qu'est-ce que c'est la scolastique? C'est l'utilisation du savoir rationnel afin de prouver l'existence de Dieu. Donc, en termes simples, on va littéralement mettre la philosophie au service du dogme chrétien, c'est-à-dire utiliser la philosophie pour prouver l'existence divine de Dieu et son infinie bonté. Même s'il y a effectivement de la philosophie qui se pratique quand même au Moyen Âge, il faut se rendre compte que cette philosophie-là reste toujours très attachée au christianisme. C'est pour ça qu'il faut attendre quand même quelques siècles avant de revoir apparaître la philosophie au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens où les Grecs l'entendaient véritablement. En effet, il faut essentiellement attendre à la Renaissance. Durant la Renaissance, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on redécouvre ces fameux textes grecs de l'Antiquité. Et à partir du 16e siècle, on connaîtra un progrès radical des sciences et des arts. C'est un processus civilisationnel que l'on appelle la modernité. Donc la modernité, c'est effectivement une période historique, mais c'est surtout un moment de l'histoire où s'effectue un changement de discours. Le discours mythico-religieux, qui est propre au christianisme, se voit substitué par le savoir rationnel. En d'autres termes, au lieu finalement de s'en remettre à la religion pour savoir qu'est-ce que sont les choses et comment se conduire dans le monde, on va plutôt s'en remettre à la science et aux arts. La modernité, qui apparaît donc environ au 16e siècle, est donc ce fameux moment dans l'histoire où le savoir rationnel devient la référence par excellence pour se conduire dans le monde. Par exemple, au lieu de dire que la Terre est le centre de l'univers parce que l'être humain est une créature de nature divine, donc qui a été engendré par un être supérieur qui est Dieu, ben, on va plutôt s'en remettre à la science qui va véritablement faire des enquêtes astronomiques et qui va aussi se rendre compte que finalement, ben, la Terre, ce n'est pas le centre de l'univers, c'est même pas le centre de notre système solaire. C'est ce qui va d'ailleurs marquer la fin du géocentrisme. Donc, la science devient plus importante que la religion, que le discours mythique. Et cette fameuse période de la modernité, c'est elle qui va nous intéresser véritablement tout au long de ce cours de Philo 2-là. Parce que l'ensemble des philosophes dont on va parler, ce sont des philosophes de la modernité. Donc, on va partir du 16e siècle et on va même remonter jusqu'au 20e siècle. Ce qu'on se rend alors compte, c'est que la modernité, non seulement elle amène un changement de discours, mais elle amène à la fois aussi un changement d'objet de recherche. C'est-à-dire, on commence à s'intéresser à des choses sur lesquelles on n'a pas porté tant d'attention que ça auparavant. Et l'une de ces choses-là, c'est l'être humain lui-même. En effet, durant la modernité, on commence à se poser la fameuse question « Qu'est-ce qu'un être humain ?» C'est exactement la question d'ailleurs qu'on va se poser dans le cadre du cours. Ça peut vous sembler être une question assez naïve, assez primaire, assez évidente,
Mais lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que cette question-là est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Dès lors, cette nouvelle préoccupation grandissante pour la question de l'être humain va amener la production puis l'avènement de nouveaux concepts, de nouvelles idées qui, encore aujourd'hui, façonnent notre manière de vivre. L'un de ces concepts les plus importants là, c'est le concept de subjectivité, le moi. Par exemple, si je vous donne Marie-Mé, Donald Trump, Conor McGregor, Gene Simmons, Cardi B, puis Kanye West, qu'est-ce que ces 6 personnages-là ont en commun? Bien, la réponse est assez simple. Ils ont toutes et tous des égos démesurés, des moi très très gros. En effet, Marie-Mé va dire « Moi, je fais pas de la musique, je fais mon rock à moi. » Donald Trump, ben lui, évidemment, c'est le meilleur président de toute l'histoire des États-Unis. Il n'y a personne d'autre qui est meilleur que lui. Donc, moi, je suis le meilleur. Même chose pour Conor McGregor, qui se dit le meilleur combattant de l'UFC de tous les temps. Son moi est excessivement gros. Cardi B, la meilleure rappeuse. Kanye West, le meilleur interprète et le meilleur créateur de chansons de tous les temps. Puis Gene Simmons a un très gros moi aussi, un très gros ego, parce que semble-t-il qu'il aurait inventé même le jus d'orange. Bref, tous ces personnages farfelus-là n'auraient jamais existé sans l'avènement de ce fameux concept de la subjectivité, du sujet, du moi, qui apparaît durant la modernité. Parce que c'est durant la modernité qu'on commence à s'interroger sur ce que l'on est soi-même. Donc, qu'est-ce que cette fameuse subjectivité humaine? Qu'est-ce qui la définit? Qu'est-ce qui la caractérise? Et c'est donc pourquoi les philosophes, les penseurs de la modernité vont tant s'interroger sur qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que la nature humaine? Et pourquoi cette question-là est si importante? Ben, on se rend compte que dans le fond, selon la manière dont on va définir l'être humain, ben, ça va avoir des conséquences pratiques, politiques et morales qui sont extrêmement importantes. Par exemple, si vous êtes Aristote au 5e siècle avant Jésus-Christ, ben, pour vous, un esclave, c'est un outil animé. C'est pas un humain, c'est pas quelqu'un qui a une dignité, c'est un outil animé. C'est du matériel qui bouge. Résultat, pas besoin de le traiter moralement, pas besoin de s'en occuper comme il se doit, pas besoin de respecter son droit à la liberté. Ce n'est pas un humain, ce n'est qu'un outil. Même chose de nos jours, la manière dont on va définir un être humain va avoir des conséquences quand même assez formidables sur notre manière de nous conduire et notre manière de s'organiser ensemble. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui considérait qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est un être humain à part entière, ben, il y a des chances que vous soyez contre l'avortement et que vous soyez davantage pro-vie. Inversement, si vous considérez qu'un fœtus, ce n'est pas à proprement parler un humain pleinement composé, ben, il se peut que dans ce cas-là, l'avortement vous semble davantage comme un acte qui est moral parce que la liberté de la femme va être une valeur prédominante. Autre exemple, la question, par exemple, du véganisme. On entend beaucoup parler de la militance végane. Donc, pour les véganes, évidemment, toute exploitation animale est un mal en soi. Pourquoi? Parce que les animaux non humains, ce sont des animaux qui sont aussi dignes d'être traités moralement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés de sensibilité. Or, si on considère qu'un être humain, c'est un être qui est doté de sensibilité, capable de sentir du plaisir et de la douleur, ben, en ce sens-là, il n'est pas différent de l'animal non humain. Il n'est pas différent du bœuf, du cochon, du poulet, du chien, ce qui fait en sorte qu'on devrait traiter un animal non humain de la même manière qu'un être humain. Mais encore une fois, tout va dépendre de la définition que l'on accorde à qu'est-ce qu'un être humain. Le même problème se pose lorsqu'on regarde la question de l'égalité homme-femme dans nos sociétés. Pendant plusieurs siècles, la femme a été considérée comme une citoyenne de seconde zone, comme une quasi-humaine, donc pas une être humaine à part entière, ce qui fait qu'on va devoir attendre très longtemps avant que l'on reconnaisse les mêmes droits aux femmes. Il va falloir attendre 1918 pour que les femmes aient le droit de vote au Canada et 1940 au Québec, ce qui est quand même une très longue période. Pourquoi? Parce qu'on avait une vision anthropologiquement quand même datée de ce qu'était un être humain et on ne considérait pas que la femme répondait à l'ensemble de ces critères-là.
Donc, on comprend que la manière dont les gens vont définir les êtres humains dans l'histoire va avoir des conséquences politiques, morales et humaines majeures. Et c'est donc sur cette question-là qu'on va se pencher dans notre cours de philosophie 2. On va essayer de réfléchir sur les différentes manières dont certains philosophes de la modernité ont défini ce qu'était un être humain. Et on va voir, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont s'opposer radicalement. Et les conséquences que l'on va pouvoir tirer de leurs pensées respectives vont être plus diverses les unes que les autres. Ainsi, lorsqu'on dit qu'en philosophie, on se penche sur la question de qu'est-ce qu'un être humain, on dit généralement que l'on fait ce qu'on appelle de l'anthropologie philosophique. Et dans notre cours de Philo 2, qui est un cours d'anthropologie philosophique, on va se poser 3 grandes questions qui vont vraiment orienter notre réflexion tout au long de la session et qui vont nous permettre d'analyser les différents auteurs dont on va parler. Première question, sommes-nous des êtres libres ou déterminés? Autrement dit, est-ce qu'on a vraiment la faculté de déterminer de manière autonome ce que l'on fait, ce que l'on dit ou ce que l'on est? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt influencé par quelque chose d'autre? On ne serait finalement que le résultat de l'intervention de quelque chose qui serait extérieur à nous. Donc, est-ce qu'on est libre ou déterminé? Deuxième question, sommes-nous d'abord des êtres de corps ou des êtres d'esprit? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Est-ce que c'est davantage notre corps, notre corporéité, nos instincts, nos pulsions? Ou est-ce que c'est plutôt le fait qu'on est des êtres qui réfléchissent, qui sont capables de penser? Qu'est-ce qui a prédominance, le corps ou l'esprit? Troisième question, sommes-nous d'abord des êtres de nature ou des êtres de culture? Autrement dit, est-ce que c'est la nature qui fait davantage ce que l'on est fondamentalement? Comme par exemple, est-ce qu'on est comme les animaux non humains? C'est-à-dire, ils sont toute leur vie ce qu'ils sont déjà à la naissance? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt des êtres de culture? C'est-à-dire, d'abord et avant tout, façonnés par le type de société dans lequel on vit. Est-ce que notre vie est davantage une construction humaine? Ou est-ce qu'on est d'abord et avant tout redevable de la nature? Gros problème en perspective. C'est donc un programme on ne peut plus funky qui nous attend dans les prochaines semaines. On risque d'avoir de beaux débats et de belles discussions sur ces fameux philosophes-là. D'ici là, si vous avez des questions sur le déroulement du cours, si vous avez des craintes, des angoisses du genre « JP, tu me fais un peu peur quand tu me parles », n'hésitez pas, écrivez-moi un mio ou communiquez avec moi sur Zoom pendant mes périodes de disponibilité. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans votre processus d'apprentissage. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, chers amis, pour un exposé sur notre premier philosophe de la modernité, cette session-ci, qui répondra à cette fameuse question « Qu'est-ce qu'un être humain ?» Et d'ailleurs, sa réponse sera pour le moins directe. Il nous dira entre autres « Je pense, donc je suis. Motherfuckers ». Qui est-il? C'est le fameux philosophe français René Descartes. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, il va falloir attendre à la semaine prochaine avant de pouvoir percer le mystère de ce fameux philosophe français. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite donc, les amis, une excellente soirée, mais surtout, sombrez dans le vice, l'excès, le chaos et le rock'n'roll! Salut les amis!